On va maintenant, comme chaque soir cette semaine, ouvrir notre second débat consacré aux défis énergétiques que la France doit relever. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer les énergies du futur, hydrogène, fusion, bioluminescence et même de l'urine pour remplacer les engrais chimiques très énergivores. On va découvrir tout ça. Vous serez surpris, mais d'abord, notre reportage sur une solution qui existe déjà, la géothermie. Voici comment se chauffe la commune de Vélizy, Villacoublay, dans les Yvelines. Audrey Vetaz. Les habitants de Vélizy-Villacoublay en région parisienne pourront profiter de leur piscine tout l'hiver. En pleine flambée des prix du gaz et de l'électricité, le maire s'avoue. C'est quelque part une fierté de ne pas avoir le sujet de l'énergie pour chauffer la piscine. Si l'énergie n'est pas un sujet, c'est que le chauffage urbain de Vélizy fonctionne en grande partie grâce à la géothermie. Le chauffage de la piscine nous coûte à l'année 110 000 euros. Si on était resté en 100% gaz, il serait passé à 750 000 euros. Tout commence par un pari un peu fou en 2019. Ça faisait longtemps qu'on voulait verdir notre réseau de chaleur. On avait déjà voulu faire de la géothermie quand on avait fait une grosse rénovation urbaine. Mais à l'époque, les technologies ne le permettaient pas. Et là, techniquement, les études montraient que ça avait du sens. Et on a décidé de se lancer en fait dans cette technologie avec bien sûr le risque de la première, mais en général on aime bien être expérimental. Alors après c'est une première à 25 millions, il ne fallait quand même pas trop se tromper. Une première mondiale même, financée en partie par la région et le ministère de la Transition écologique. Il faut d'abord forer à plus d'1 kilomètre sous terre pour capter l'eau très chaude des nappes en sous-sol. Nous allons aller chercher donc à 1500 mètres de profondeur une eau chaude à 65 degrés. Cette eau chaude va remonter par le puits producteur, ensuite passer derrière le bâtiment qui est là-bas, ce qu'on appelle le bâtiment d'exploitation géothermale. Les eaux récupérées sont ensuite nettoyées. On va les faire passer dans des filtres cycloniques à panier, qu'on voit juste là, et qui vont récupérer toutes les fines, les poussières, les boues, pour récupérer la chaleur. L'eau passe au travers de 263 plaques d'échange qui sont localisées dans ces deux échangeurs. Une fois qu'on a capté sa chaleur, 65 degrés donc, l'eau est renvoyée en sous-sol. L'énergie récupérée est ensuite décuplée par ces pompes à chaleur. 65 degrés, c'est à peu près suffisant pour faire de l'eau chaude sanitaire, l'eau chaude de nos douches, mais c'est pas suffisant pour faire du chauffage. Les pompes à chaleur, elles rehaussent cette eau à une température qui va de 70 à 80 degrés. Voilà pour la géothermie classique. Là où Vélizy est innovante, c'est qu'on utilise plusieurs drains pour capter l'eau. Vous allez en fait trouver plusieurs points de captation, 3 points de captation qui vont augmenter, on va dire, la surface de captation et qui vont permettre de garantir le débit qui va servir à amener la température de 65 degrés en surface et au moment de l'échangeur. La géothermie n'est pas nouvelle, mais elle a grandement évolué. Elle a évolué dans sa technologie. On a parlé par exemple de la technologie multidrain. Elle a évolué aussi dans son expertise au niveau des terrains. Et aujourd'hui, quand on va chercher une température et un débit, eh bien, on trouve cette température et ce débit. Résultat, de nombreuses communes s'intéressent à nouveau à cette énergie verte, mais il y a un impondérable. Il faut un sous-sol propice et faire quelques concessions. Là en fait, voilà, pendant 3 mois, la ville était en chantier puisqu'il y avait toutes les canalisations qui étaient à changer. C'est 17 km en fait qui ont été changés. 12 000 foyers sont alimentés par la géothermie à Vélizy, tout comme les bâtiments communaux. Pour les maisons individuelles, c'est plus compliqué. Donc là en fait vous avez l'installation qui permet de chauffer tout l'hôtel de ville. Pour une maison individuelle, c'est un investissement qui est pas à la mesure. S'il reste quelques freins, la géothermie délaissée par le passé car trop onéreuse est peut-être en passe de prendre sa revanche. Emmanuel Macron l'a classée dans les énergies à développer de toute urgence. Ou comment une vieille énergie devient une énergie du futur. Voilà pourquoi on a choisi ce thème pour ouvrir notre débat. Sandra Ray, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes la fondatrice, la directrice générale de Glowy. Nicolas Goldberg, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, expert conseil en énergie chez Columbus Consulting et responsable énergie au think tank Terra, au cercle de réflexion Terra. Yves Marignac, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, consultant sur le nucléaire et la transition énergétique pour le groupe Negawatt. Et Laetitia Krupa, évidemment, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. La géothermie qui fournit à peine 1% de la chaleur produite en France, Nicolas Goldberg. Pourtant, dans certaines régions comme l'Aquitaine, l'Île-de-France, il y a beaucoup de ressources. Moi, en voyant le reportage, je me disais, avec les prix de l'énergie depuis quelques semaines, on doit avoir beaucoup d'élus se réintéresser à cette question. Mais
surtout avec cette crise, il y a beaucoup d'élus qui se réintéressent à toutes les solutions qu'on voulait mettre en œuvre dans le cadre de la transition climatique et qu'on se retrouve à devoir mettre en œuvre en urgence en raison du renchérissement du coût des énergies fossiles. Renchérissement auquel on s'attendait à plus ou moins long terme, puisque de toute façon, si on veut atteindre la neutralité carbone, il faut se séparer des énergies fossiles. Donc pour ça, quelle solution on a ? La sobriété, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réorganise nos modes de vie pour préserver des services, mais tout en consommant moins. L'efficacité, comment est-ce que j'améliore les procédés techniques. Et après, il y a les énergies bas carbone, dont la géothermie fait partie, notamment pour décarboner la chaleur. Puisque aujourd'hui, la production de chaleur est très carbonée. Vous savez, on dit souvent la production d'électricité est décarbonée en France. L'électricité, c'est un quart de notre énergie. Il reste énormément de choses avec les déplacements qui sont très carbonés, le véhicule individuel et autres, et la production de chaleur. Donc que ce soit dans le chauffage individuel ou le chauffage industriel. Et c'est pour ça que on a besoin de décarboner la chaleur. Et il faudra le faire avec des vieilles solutions qu'on va essayer de massifier, mais aussi quelques innovations techniques qui pourront émerger. Mais attention, vu les pas de temps industriels, la plupart des solutions qu'on aura en 2050 existent déjà aujourd'hui. Alors on va découvrir certaines de ces solutions ensemble évidemment, mais sur le contexte, une question pour chacun d'entre vous, Sandra Rey. Ce contexte-là de crise énergétique, depuis on va dire 8 mois, le début de la guerre en Ukraine, est-ce que ça a augmenté ? Vous allez nous expliquer dans un instant comment ça marche, cette lumière produite à partir de bactéries marines, mais est-ce que le nombre de prospects, comme on dit, c'est-à-dire de potentiels clients, est en train d'augmenter ? C'est-à-dire des gens qui viennent vers vous en disant « Oh là là, il faut qu'on trouve une solution ». Alors je dirais oui, non, parce qu'il y a effectivement une gestion de cette crise qui est court-termiste et qui a comme conséquence de se dire, comme ma facture augmente, je ne peux plus faire d'investissement. Et donc ça, c'est un vrai danger. C'est que nous aussi, on voit des prospects qui, pour le coup, étaient hyper intéressés, sur lesquels on avançait beaucoup, et qui se disent « Mince, là, du coup, j'ai tellement d'augmentation que je ne peux plus investir tout de suite ». Ça, c'est des collectivités, oui, des notamment entreprises. des collectivités. Et c'est vrai que dans ces énergies-là, pour faire la transition, il faut de l'investissement. Et le problème qu'elle pose la crise aujourd'hui, même s'ils cherchent des solutions à court terme, c'est que du coup, ça freine les investissements. Et sur le sujet d'éclairage, puisque moi je suis sur ce sujet-là, le danger, c'est qu'on se dise la solution à court terme, c'est d'éteindre parfois les lampadaires, alors qu'en fait, ce qu'il faut penser sur le moyen terme, c'est se dire quelle est la meilleure méthode plus sobre d'illuminer les villes, tout en respectant le confort, la convivialité, le fait de guider. Et donc ça, c'est forcément des choses long terme qu'on peut difficilement penser en pleine crise, en fait. Un mégawattheure à 1 000 €, ça c'était à la fin août, Yves Marignac. C'est évidemment un drame à court terme, des conséquences budgétaires pour les ménages, les entreprises, pour l'État, mais c'est aussi un déclencheur de mutation économique. On peut aussi dire ça. Oui, alors le drame, c'est que la réponse nécessaire, parce qu'il faut protéger les entreprises, les collectivités, les services publics et les ménages, c'est différentes formes de boucliers tarifaires, etc. Qui maintiennent le modèle. Des dépenses majeures sans aucun retour, juste pour amortir cet effet sur les prix. Et effectivement, moi j'ai entendu ces dernières semaines des économistes tout à fait orthodoxes reconnaître qu'on aurait pu regarder différemment les investissements dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique ces dernières années, si on avait pris en compte ne serait-ce qu'une forme de coût assurantiel par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, voilà, vous avez raison de distinguer la question du court terme et du long terme. Moi, j'étais dans une table ronde la semaine dernière où un représentant de l'université de Dauphine expliquait que l'université va peut-être arrêter le programme qui a été engagé de rénovation thermique des bâtiments parce qu'elle n'a pas les moyens de le payer du fait de la facture énergétique. On marche sur la tête. Donc, à court terme, la sobriété telle que le gouvernement l'a proposée avec son plan de sobriété est vraiment le moyen de regagner des marges de manœuvre, de réduire les factures pour tout le monde, de maintenir autant que possible l'activité et du coup de maintenir la capacité à investir. Et il y a urgence. La bonne nouvelle, c'est quand même que à la fois sur ces réductions assez immédiates, parce qu'on a été dans le gaspillage, il y a un potentiel important, et que sur l'investissement dans des solutions disponibles aujourd'hui, il y a aussi un potentiel énorme. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est ce que vous évoquiez rapidement tout à l'heure, Nicolas Goldberg, c'est-à-dire que il nous faut des solutions qui soient opérationnelles le plus vite possible, parce que il y a une urgence climatique qui est, qu'on connaît tous. Non, ensuite, ça dépend de ce qu'on appelle le plus vite possible. Ce qu'on observe là, de toute façon, c'est un échec du signal prix.
À une époque, on disait on mettra un prix sur le CO2 et naturellement, tous les investissements vont se réorienter vers ce qui ne consomme pas de CO2 et on va tout décarboner comme ça. Aujourd'hui, on a un signal prix en fait sur les énergies fossiles. Et quel signal prix quel signal prix. Mais on s'aperçoit que ça ne marche pas. En fait, en réalité, que quand on a un signal prix trop élevé, on a des phénomènes de désindustrialisation, d'augmentation de la précarité énergétique, et donc on a besoin de réaliser des grands investissements alors qu'on perd des marges de manœuvre. Donc il y a une échelle de ce signal prix. Après, les solutions, il faut les mettre en place rapidement. On a 2 échéances. On a la neutralité carbone à 2050, mais 2050, vous savez, ça peut paraître loin, parce que c'est dans 30 ans. Il y a 30 ans, on ne s'envoyait pas d'email. Donc, si on regarde la neutralité carbone, c'est un horizon de temps aussi éloigné pour nous qu'une époque à laquelle on ne s'envoyait pas d'email. Par contre, il y a une échéance qui est plus proche, qui est celle de 2030, où on doit diviser nos émissions de CO2 par 2 si on veut pouvoir garder une chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, voire 2 degrés. C'est pas gagné, mais on voit qu'il y a cette échéance qui, selon moi, est au moins aussi importante que celle de 2050 parce qu'elle nous donne un horizon de temps réaliste. Et là, effectivement, il faut mettre en œuvre beaucoup de solutions court terme, ce que j'appelle 7 ans, donc ça laisse quand même le temps de développer certaines infrastructures. Et après, ce qu'on ira chercher, c'est la décarbonation plus profonde. Et au-delà de 2050, si on veut regarder plus loin sur les énergies du futur, ben là, en fait, il faudra se demander quel intérêt auront ces énergies-là? Parce que normalement, en 2050, on a la neutralité carbone, en tout cas je l'espère. À plus long terme, si on développe des nouvelles technologies, qu'est-ce qu'elles apporteront comme service en plus avec la préservation de la biodiversité, des choses plus sobres sur les matériaux, l'usage des sols, l'eau. C'est tous ces enjeux-là qu'il faudra regarder. Une question qu'on pourrait se poser, par exemple, sur le métaverse. On a fait une émission là-dessus. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Bref, je ne vais pas refaire l'émission, mais moi j'ai mon avis. Alors, on va prendre du temps maintenant pour découvrir donc deux innovations et 2 entreprises, la vôtre évidemment, et puis une autre juste après. Sandra Rey, Glowy, la bioluminescence, comment ça marche? Racontez-nous. Alors en fait, la bioluminescence, c'est un phénomène de production de lumière naturelle par des organismes vivants. Donc c'est la luciole sur Terre et c'est aussi plus de 80% des organismes marins. Et donc nous, on utilise des bactéries marines qui sont naturellement bioluminescentes, qu'on cultive en laboratoire. Donc vous parliez du cycle de vie global. Donc c'est aussi une matière qui est biosourcée, qu'on peut cultiver à l'infini, une matière qui est biodégradable aussi en fin de vie. Et donc on va créer des aquariums pour accueillir en fait ces bactéries et qu'on va intégrer dans du mobilier urbain dans le but de pas seulement remplacer un lampadaire, mais aussi de redessiner une approche de la lumière qui est beaucoup plus en cohérence avec la manière dont les villes fonctionnent aujourd'hui, c'est-à-dire plus de piétonisation, plus d'espaces verts, etc. Avec un gros avantage aussi, c'est la préservation de la biodiversité, puisque tout ça, c'est des relations de cause à effet qui sont toutes liées. Et donc l'avantage d'utiliser le vivant comme on le fait, c'est vraiment de pouvoir avoir une vision sur toute la chaîne pour décarboner toute la chaîne. Alors est-ce qu'ils sont déjà déployés? On a vu quelques photos, ces objets bioluminescents, et pour quels usages, si on rentre un peu dans le détail? Alors, on a fait déjà aujourd'hui à peu près une 50aine d'installations éphémères, dont beaucoup de tests avec des collectivités notamment. Et là, on installe, après 2 ans de travail avec la ville de Rambouillet, notre premier contrat de marché public, en décembre, le premier prototype de mobilier urbain bioluminescent, dans le but de tester vraiment son opérabilité, sa résistance aussi dans un milieu urbain qui est quand même très hostile. Oui. Et donc... alors, il remplace, pardon de vous interrompre, il remplace un mobilier déjà existant, où il vient en plus? Alors, dans le cadre de Rambouillet, comme c'est une unité, pas spécialement, le but c'est de tester vraiment la cohérence. Mais par contre, tous les projets sur lesquels on travaille sur plus d'une 50aine de projets d'aménagement aujourd'hui, où souvent c'est sur des zones où on repart d'une feuille blanche pour pas justement aller rajouter des points lumineux. Et donc là où on s'intéresse vraiment à des réaménagements de places, à des réaménagements de quartiers, à des réaménagements de gares, de pôles de gare, à des réaménagements d'espaces verts, dans le but de créer vraiment cette nouvelle approche de la lumière en se séparant de l'approche traditionnelle du lampadaire. Et vous avez eu des aides de l'État? Oui, on a eu des aides de l'État français et aussi un gros soutien de la Commission européenne avec une belle subvention qu'on a eue en 2020. 1 700 000 euros, c'est ça? 1 700 000 euros, ce qui nous a permis vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la recherche et développement et de s'attaquer à ce marché du mobilier. Combien d'années de recherche et développement? Ça va faire quasiment 8 ans maintenant. Alors 8 ans d'entrepreneuriat, donc avec des hauts, des bas, des moments rapides, des moments moins rapides. Mais forcément, la biotechnologie, ça c'est long. Là, on arrive vraiment à un tournant où on est très proche de pouvoir déployer les systèmes. Mais forcément, ça prend du temps et c'est pas forcément facile de trouver des investisseurs qui sont capables d'investir sur ces sujets-là, qui prennent du temps et qui en plus s'adressent à des marchés publics, puisque c'est pas forcément les marchés les plus faciles à aborder et les plus rentables rapidement.
C'est un exemple de ce qu'on appelle aussi le biomimétisme. Moi, je trouve ça fascinant parce qu'il ne faut jamais oublier que la planète, la nature, ça fait quoi, 4 milliards d'années qu'elle fait de la recherche et développement. Donc, si on peut s'en inspirer, c'est pas une mauvaise idée. Un autre exemple tout de suite, et je me tourne vers un invité qui est avec nous en duplex, en visioconférence, Michael Reus, qui est fondateur et président de Toupie Organics. Bonsoir, bienvenue. Alors, votre idée géniale, c'est d'utiliser l'urine, notre urine, pour faire quoi ? Bonsoir. Effectivement, nous, l'idée, c'est d'utiliser l'urine humaine pour pas mal de choses, en fait. Tout le monde sait qu'on peut utiliser l'urine comme un engrais. C'est assez connu parce que ça concentre pas mal de nutriments intéressants pour l'agriculture. Mais nous, en fait, on utilise l'urine comme un milieu de culture, de fermentation, pour faire croître des micro-organismes d'intérêt, justement, agricole, donc qui permettent de remplacer des engrais, des pesticides, mais aussi tout un tas d'applications de fermentation industrielle comme de l'enrichissement protéique, où là, Glowy a cité les bactéries marines. J'imagine qu'elles ont besoin d'un substrat nutritif. En fait, on peut remplacer pas mal de choses avec l'urine. Voilà ce qu'on fait avec l'urine. Et alors, si je rentre dans le détail, pardon de vous interrompre, oui. de l'utilisation pour les agriculteurs, c'est vraiment aussi efficace que les intrants, comme on dit, les intrants chimiques. Bien sûr, en fait, ça dépend des cas. Vous savez, c'est du vivant, donc c'est jamais si facile. Mais si je prends un exemple extrêmement concret et scientifiquement absolument béton, ça fait 40 ans que pour la culture du soja, on n'utilise plus d'engrais minéral. On utilise une bactérie symbiotique du soja, donc qui vit en symbiose avec la racine du soja et qui permet au soja de capter l'azote atmosphérique. Donc en fait, on n'a plus besoin d'amener de l'azote exogène. Mais nous, en fait, on a montré que cette bactérie-là, on est capable de la produire sur base urine, à la même concentration dans le milieu, avec la même efficacité en champ, sauf qu'on a évidemment des coûts de production qui sont plus faibles, donc un coût d'accès pour l'agriculteur qui est plus faible, et surtout, on ne dépense plus d'argent dans les stations d'épuration pour détruire tous les nutriments qui sont présents dans l'urine. Aujourd'hui, on a un système absolument linéaire, on utilise beaucoup de ressources fossiles pour produire des engrais, on les utilise et ensuite on utilise autant de ressources fossiles pour détruire les engrais en station d'épuration. C'est un non-sens absolu. Ouais. Alors je vais vous poser une double question. La première partie, elle est futile, mais je suis obligé de vous poser la question. Et la deuxième, elle est plus importante. Est-ce que ça sent mauvais ? Voilà, je suis obligé de vous poser la question, et parce que quand même, je suis sûr que tout le monde, tous les gens qui nous écoutent se la posent. Et puis surtout, vous en êtes tout de votre développement. Est-ce que vous commencez à produire, parce qu'on parlait de la durée de la recherche et développement dans des innovations comme celle-là ? Alors non, il n'y a pas d'odeur parce que justement on est sur des applications de fermentation. Donc en fait, ce qui sent mauvais dans l'urine, c'est quand l'urée qui est présente dans l'urine se transforme en ammoniac au contact de l'air. Nous, on stabilise l'urine et ensuite l'azote est consommé par les bactéries. Donc on va plutôt avoir une odeur qui ressemble à une odeur de bière. Et sur la durée, nous, la société a 3 ans. Ouais. Donc on est allé, je pense, même très très vite. Enfin, c'est un cas d'école parce qu'on a 4 brevets internationaux, on a plusieurs produits homologués. On a une première unité industrielle qui a été inaugurée il y a 2 mois, donc dans le sud Gironde, qui est capable de traiter 250 000 litres d'urine par an. Et cette usine, en fait, tout ce qu'elle peut produire est vendu sur les 2 prochaines années sur le territoire français. Donc, à la fois on est allé vite, mais d'un autre côté, il y a tellement à faire qu'il faudrait aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Je reviens vers vous dans un instant. Merci de ce témoignage. Nicolas Goldberg, on pourrait se demander, est-ce qu'une start-up qui produit de l'engrais à base d'urine fait dans un débat sur les énergies du futur, mais il faut rappeler que les 80% du coût de production des engrais azotés, ça vient du gaz naturel. Effectivement, enfin, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'engrais, aujourd'hui, ça utilise le gaz naturel comme matière première. On a aussi un peu d'hydrogène qui est utilisé pour produire de l'engrais, alors qu'on pourrait produire des intrants de manière moins synthétique sans utiliser des énergies fossiles. C'est plus compliqué, c'est plus un cycle. Quand on s'intéresse au vivant, effectivement, c'est jamais très simple. Quand vous regardez les projets de méthanisation aujourd'hui qui permettent de produire du gaz en France, je ne sais pas si vous savez, mais on produit du gaz en France via l'agriculture. C'est compliqué. Quand vous parlez de ça aux agriculteurs, ils vous disent en général, moi j'ai construit un méthaniseur
pour d'abord faire du digesta pour pouvoir avoir un autre type d'engrais dans mon champ, un engrais plus naturel, pas utilisé à base d'énergie fossile. Puis après, j'ai commencé à produire de l'énergie que j'ai injectée dans le réseau. Donc on voit ce couplage qu'on peut avoir là entre l'énergie, l'alimentation, l'économie circulaire qu'on peut créer avec les déjections animales et humaines pour réaliser de l'engrais. Et ça, quelque part, c'est l'avenir, en fait, ce lien avec le vivant. Parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, il y a un autre péril qui nous attend, qui est celui de l'effondrement de la biodiversité. Donc, il va bien falloir créer un couplage entre les deux. Et si on regarde la stratégie nationale bas carbone aujourd'hui, les 2/3 de la biomasse qui servira à notre système énergétique viendra de l'agriculture. Donc là, on voit des couplages sectoriels qui pourraient être intéressants. Yves Marignac, on a là 2 bons exemples d'innovation, mais dans ce défi énergétique planétaire, il ne faut pas oublier que la technologie ne nous épargnera pas la sobriété. C'est vraiment un message à faire passer dans une émission sur les énergies. Oui, c'est essentiel, mais d'une certaine manière, les 2 exemples qui viennent d'être donnés vont dans ce sens. Traditionnellement, quand on pense énergie, on pense grosses installations, on pense production. Et donc, quand l'imaginaire de l'innovation en matière d'énergie, c'est par exemple la fusion nucléaire, donc des trucs qui sont très lointains, très gros, dont on n'est pas sûr même si... le projet ITER à Cadarache, voilà, c'est de ça. Et d'autres projets qui sont gros, lointains, très incertains, et qui ne répondent en rien à l'urgence dans laquelle on est. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans un changement de vision. Les scientifiques, par rapport à l'urgence climatique et aux solutions à mettre en œuvre, insistent beaucoup sur la granularité des solutions. C'est-à-dire, plus on a des solutions relativement simples et déployables à petite échelle, plus la multiplication est possible, et donc plus une diffusion rapide est envisageable. Et donc des solutions comme celles qui viennent d'être évoquées, qui trouvent de l'innovation technique, mais en relation avec des usages, et donc se pose la question des usages que l'on fait de ces ressources, et donc effectivement viennent naturellement se connecter à la question de la sobriété, sont beaucoup plus vertueuses que les réflexes classiques en termes d'innovation, parce que vous l'avez dit, tous les scénarios le montrent, des scénarios qui ne reposeraient que sur l'innovation technologique sont trop lents à mettre en œuvre, parce que le temps qu'on trouve et qu'on déploie, et puis même psychologiquement, ça nous incite à pas changer, vous voyez ce que je veux dire. Trop dangereux, ne répondent pas à l'ensemble des problèmes, c'est-à-dire non seulement le climat, mais les ressources minérales et la biodiversité. Et donc, pour réduire notre empreinte d'une manière générale, on ne fera pas l'économie d'une sobriété qui doit être une sobriété bien comprise, une sobriété, une intelligence d'usage, et pas du tout une privation. Comme certains aiment à le faire croire. Et ça, c'est évidemment un débat important. Allez-y. Rebondir là-dessus, effectivement, il y a un gros sujet sur toute cette transformation, c'est la désirabilité. C'est-à-dire qu'être durable, c'est une chose, mais être durable, ça fait pas vendre. Et d'ailleurs, on l'a vu, être durable n'a pas suffi à faire la transition. Par contre, maintenant que les prix augmentent, l'aspect économique peut prendre largement le dessus. Mais la désirabilité des solutions est extrêmement importante, parce que sans désirabilité, les solutions n'est pas adoptée et du coup ne sera jamais massifiée. Comment on fait alors pour susciter le désir? Alors typiquement, il faut faire rêver. Alors moi, j'ai un sujet qui du coup fait rêver, donc ça permet aussi de faciliter l'adoption. C'est un des intérêts de la bioluminescence, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a cette traction des villes, c'est qu'il y a un enjeu qui répond aussi à créer plus de convivialité, plus de bien-être, qui est du coup très lié à la question du développement durable aussi. Travailler avec le vivant, c'est un bon créneau là-dessus, parce qu'on a une connexion avec le vivant, ça s'appelle la biophilie, et ça fait que le vivant est désirable, on a envie d'aller vers lui, la nature appelle l'homme à changer ses comportements, et donc il y a quand même un vrai sujet de désirabilité. Si on fait des solutions qui ne sont pas désirables, on n'a aucune chance de le faire. Et la troisième, juste pour répondre à votre question, moi je suis designer de formation, je suis également présidente du Conseil national du design, et donc je tiens à faire des beaux objets. Non, alors le design n'est pas juste de faire des beaux objets. Oh là 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 là. Non, alors là, j'ai bien fait de l'aborder. Non, mais intégrer des designers qui sont là pour penser les usages, là où le marketing s'intéresse au marché, les ingénieurs à la technique, les designers s'intéressent aux gens qui utilisent les solutions. Et donc intégrer le design dans la démarche d'innovation est essentiel pour assurer cette désirabilité et donc cette adoption. Et je reviens à la question de sobriété, je reste avec vous, parce que les usages que l'on peut imaginer des objets que vous produisez,
je reviens à la question que je posais tout à l'heure, ils pourront remplacer dans les villes des éclairages qui finalement sont trop puissants pour l'usage qu'on en a, c'est ça? Oui, vous l'avez bien dit, c'est trop puissant pour ce qu'on en fait aujourd'hui, enfin pour le besoin qu'on a. Et puis la LED a eu plein d'avantages sur la consommation énergétique, mais la LED est beaucoup plus intense et beaucoup plus lumineuse que l'ampoule à incandescence, donc a aussi augmenté ces phénomènes-là, et notamment de pollution lumineuse qui dérange la biodiversité. Et donc la question à se poser, c'est pas, nous on nous demande souvent de comparer en termes de watts, enfin combien ça fait par rapport à une ampoule. En fait, c'est pas le sujet. Moi, j'essaye pas d'être aussi performante en termes d'intensité, j'essaye de répondre aux besoins que c'est d'avoir de la lumière dans une ville. Et à partir du moment où la bioluminescence montre que ce besoin de se sentir en sécurité, de pouvoir être guidé, d'avoir des points de repère et de créer de la convivialité, il est rempli, qu'on soit aussi puissant qu'une LED, ça m'intéresse pas finalement. Mais donc c'est aussi un changement de mentalité, c'est pas en remplaçant des ampoules qu'on va réussir à faire cette transition, et c'est là où l'enjeu de sobriété rentre en compte. Et cette crise, pour le coup, est une opportunité de se rendre compte que, d'une part, éteindre toutes les lumières, ça fonctionne pas, parce que ça a déjà été testé, et là c'est une solution d'urgence, mais en termes de vie collective, éteindre toutes les lumières, ça fonctionne pas, ni en termes de biodiversité aussi, d'ailleurs, parce que si on rallume tout d'un coup et qu'après on rééteint et qu'après on rallume, la biodiversité, clairement, elle comprend encore moins que si on allume pendant plusieurs heures. Mais donc il y a tout un travail comme ça à faire sur le changement philosophique derrière l'utilisation de la lumière sur mon marché, mais sur d'autres marchés, il y a plein de réflexions comme ça. Allez, on va parler d'agrivoltaïsme tout de suite, et je propose à Audrey Vétas de nous rejoindre de nouveau sur ce plateau. Rebonsoir Audrey, puisque le Sénat a adopté la semaine dernière une proposition de loi pour encadrer le développement de l'agrivoltaïsme. On va peut-être rappeler en quelques mots ce que c'est d'abord. Oui, c'est le fait d'installer des panneaux solaires sur des surfaces agricoles. En échange, la société qui les exploite paye un loyer à l'agriculteur. En général, ce sont des parcelles qui produisent moins que les autres. Ça peut aussi être au-dessus de productions qui ont besoin d'ombre, Thomas, comme les herbes médicinales. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est important. On va écouter un éleveur. Il expliquait début septembre au micro de Flora Sauvage pourquoi il a fait ce choix. Il faut penser à la succession. Aujourd'hui, l'élevage vit au ralenti. C'est plus comme les années 1950 ou 60 où tout était florissant. Et on s'est dit, pourquoi ne pas un peu diversifier notre production? Nous, ça va nous faciliter cette transmission d'exploitation qui aujourd'hui est très lourde et trop lourde à supporter. C'est pas anodin. Pour le fermage, les loyers sont de l'ordre de 150 € par hectare et par an. Ça peut aller jusqu'à 4 000 € pour le photovoltaïque. Alors évidemment, les projets prolifèrent. Le Sénat a voulu fixer un cadre pour éviter toute dérive et faire les choses de manière raisonnée. La semaine dernière, il a adopté une proposition de loi. Elle interdit notamment aux installations de prendre plus de place que la production agricole, évidemment. L'idée, c'est d'éviter qu'on se retrouve avec des panneaux solaires partout sur les surfaces agricoles en France, d'autant qu'elles sont en train de diminuer. Les installations doivent aussi être démontables à tout moment. Cette proposition de loi doit maintenant arriver à l'Assemblée et il devrait y avoir aussi des amendements à ce sujet dans le texte qui arrive au Sénat sur le développement des renouvelables. Merci beaucoup Audrey. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les méthaniseurs. Ces solutions-là qui... Alors évidemment, on est dans un vrai complément de revenus pour les agriculteurs, mais il ne faut pas que ça prenne la place de la mission première qui est de nourrir la planète, quoi, et de nourrir en l'occurrence les Français. Effectivement, on va de plus en plus parler d'agriculture en même temps qu'on va parler d'énergie. Pourquoi? Parce que si on veut produire du gaz sur notre territoire, alors bien évidemment, il faut en diminuer l'usage avant. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais à la fin, il nous restera bien du gaz à consommer. D'où est-ce que ça viendra? On parle beaucoup d'hydrogène, mais il y a aussi le biométhane. Vous savez, on parle beaucoup d'hydrogène, alors que l'hydrogène produit par électrolyse aujourd'hui, ça doit être 0,00 quelque chose. Le biométhane agricole, aujourd'hui, c'est 2% du gaz qu'on consomme en France. Comment c'est fait? En fait, vous mettez différents intrants, ça peut être des effluents, ça peut être aussi des cultures dédiées dans un méthaniseur, vous mettez des bactéries, il y a un petit peu d'électricité, et tout ça, ça vous fait du gaz à la sortie, ça vous fait un digestat que vous pouvez épandre sur vos cultures. C'est la fermentation qui produit du gaz, en quelque sorte. C'est la fermentation qui produit du gaz et un digestat. Donc, le digestat, c'est ce qui reste et ce qu'on peut utiliser comme fertilisant. Ce qu'on peut considéré comme déchet, mais c'est un engrais naturel en réalité. En fait, pour les agriculteurs, c'est souvent ça le premier service rendu par le méthaniseur. Ouais. Bon, par contre, si vous faites des cultures dédiées partout... c'est ce que vous disiez, c'est un peu absurde quand même. Si on commence à créer des cultures pour faire du gaz bio, parce qu'il y a une demande de gaz bio, enfin, on marche un peu sur la tête. Et on avait le même sujet pour les biocarburants. Souvenez-vous, on avait dit, voilà, plutôt que de faire du pétrole, on fera des biocarburants liquides à base de maïs. Bon, du coup, le maïs, vous produisez du carburant avec, il ne sert pas à nourrir des cultures ou des hommes. Donc, c'est pour ça que
il faut faire attention à pas se dire qu'on va tout faire à ISO usage, à ISO consommation d'énergie. ISO usage, ISO consommation, c'est-à-dire à même consommation. C'est-à-dire à même consommation d'énergie. Ça, c'est sûr que ça va pas marcher. Et si on revoit pas la relation au vivant, la relation au monde agricole, forcément ça va pas fonctionner. Si on fonctionne que en grande unité centralisée, ça va pas fonctionner. C'est pour ça qu'il faut fonctionner beaucoup plus petite unité et aller voir les agriculteurs pour voir chez eux quel est le besoin et comment est-ce qu'on peut créer ce couplage sectoriel. Ça va être le cas aussi pour tout ce qui va être déchets solides. On va récupérer beaucoup de déchets agricoles pour créer de l'énergie, parfois pour les brûler dans des incinérateurs pour faire de l'électricité ou de la chaleur. Donc il va y avoir ce vrai couplage, mais attention, il faut réduire le besoin en amont et donc revoir l'usage énergétique avec de la sobriété qui peut être permise par des nouvelles technologies. Alors, on essaie d'être un peu positif dans cette émission en mettant en avant des solutions, des innovations, mais il y a quand même eu une prise de parole aujourd'hui qui nous a un peu plombé le moral, c'est celle du secrétaire général de l'ONU, et je pense qu'il faut l'écouter, c'est important dans un débat comme celui que l'on a ensemble ce soir. Il dit que les engagements des États ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques. On écoute Antonio Guterres. Les engagements mondiaux et nationaux en matière de climat sont lamentablement insuffisants. La fenêtre permettant de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré se referme rapidement. Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de 45% au cours de cette décennie. Or, comme le confirme le rapport d'aujourd'hui sur les écarts d'émissions, ces émissions atteignent des niveaux dangereux et records et continuent d'augmenter. Bon, ce que nous dit le secrétaire général de l'ONU, on le sait depuis un certain temps, c'est qu'une course contre la montre, s'est engagée. Alors, je vous propose d'entendre tout de suite une autre réaction, un autre sonore sur ce thème-là. C'est la réaction d'Emmanuel Macron lors de sa visite, l'inauguration du parc éolien maritime de Saint-Nazaire. Il dit quoi sur les énergies renouvelables? Il faut aller 2 fois plus vite. Écoutez. 3 ans pour un projet photovoltaïque, c'est un bon objectif. Pour les petits projets, on doit même faire plus rapide. Et donc pour cela, il y a une loi qui va arriver, mais aussi une mobilisation de l'administration. J'ai évoqué ce sujet devant nos préfets il y a quelques jours à l'Élysée, qui est clé. Et je veux à cet égard qu'on aille 2 fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Un mot, Laetitia, d'Emmanuel Macron, parce que on a tous en tête la Startup Nation, le projet de développer des entreprises innovantes. On est au cœur de ce débat. On en est où? On parle notamment des licornes. Oui, on rappelle ce qu'est une licorne. Les licornes, ce sont des startups qui sont valorisées à $1 milliard. Voilà. Ouais. Donc, et plus. Voilà, minimum. Alors, on parlait justement dans le plateau précédent de la mutation d'Emmanuel Macron, sur ce sujet-là, il n'a pas changé. Startup Nation et avec des objectifs relativement élevés parce que c'est 100 licornes tricolores, qu'il veut atteindre en 2030 puisque c'est le plan France 2030. Et parmi ces 100 licornes, il y aura normalement 25 licornes vertes. Oui, parce que c'est un peu là que le bas blesse aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup des licornes vertes. Il n'y en a pas. Donc 75. En fait. Donc 75, oui. On peut retourner l'argument, vous avez raison. Vous avez fait un bon calcul, mais aujourd'hui, il y en a 0. Non, il y en a 3. Il y a Blablacar, il y a Back Market, il y en a quelques-unes quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un objectif qui augmente, qui n'est peut-être pas assez pour vous, mais le problème, c'est qu'il faut trouver aussi des investisseurs. C'est-à-dire que la désirabilité, peut-être qu'il faut séduire les citoyens, nous tous, mais d'abord les banquiers, Thomas. Et donc l'État va mettre quand même un petit peu aussi des principes incitatifs pour aider la banque à aider la future on est en plein dans ce qui va être notre dernier chapitre dans ce débat. Il nous reste 10 minutes. Les moyens pour aller plus vite. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et peut-être c'est l'occasion de faire un peu un bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron en la matière. D'abord un mot sur ces mots du secrétaire général de l'ONU. On voit bien le contraste entre l'action insuffisante, pour ne pas dire l'inaction dans certains cas des États, et toutes les innovations qui émergent à une échelle beaucoup plus locale, beaucoup plus micro. Et derrière ça, il y a vraiment un sujet qui est la nécessité de dépasser des visions extrêmement centralisées, encore une fois, une vision centrée sur des gros objets, sur des gros projets. Ça n'est pas comme ça qu'on va réussir la transformation, ça n'est pas comme ça qu'on va reconnecter les moyens de production et leur évolution à un bon dimensionnement des besoins et des usages.
Et du coup, le président de la République, dans son logiciel, il reste complètement enfermé dans cette vision. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un gouvernement qui nous parle aujourd'hui de mettre en place une sobriété structurelle, et de l'autre, un président de la République, alors pas lors de ce discours-là, mais à Belfort, quand il a parlé du nouveau programme de réacteurs nucléaires, qui explique que le pays doit produire plus, parce que c'est une condition de maintien du modèle social. Donc on est en pleine schizophrénie. Oui, enfin, en même temps, l'électrification massive de nos usages fait qu'on va peut-être être obligé de produire plus d'électricité. Les solutions, c'est effectivement d'aller faire... Alors, on va avoir besoin de gros projets comme l'éolien offshore, mais on va aussi avoir besoin que les collectivités, que les particuliers, que les petites entreprises puissent s'emparer de solutions et les déployer. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que ces solutions aujourd'hui existent et qu'on peut largement accélérer. La question du long terme qu'évoquait Nicolas Goldberg tout à l'heure, c'est-à-dire comment on va chercher dans la durée les transformations les plus profondes, celle-là, elle n'est pas simple. Mais la question d'accélérer aujourd'hui l'action en s'appuyant sur tout le tissu d'organisations, d'entreprises, de collectivités qui veulent agir et qui sont empêchées de le faire par des textes trop... Effectivement, il y a la question des recours, des textes trop rigides, etc. Je voudrais redonner la parole à Michael Reuss, parce que vous nous disiez tout à l'heure, nous finalement c'est allé vite. Presque étonnamment vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pas eu de frein administratif, même si l'idée peut sembler surprenante. Il y a des gens qui ont dû dire mais c'est quoi cette idée? Donc comment ça s'est passé? Si. Alors, je vais peut-être pas répondre directement à la question. En fait, c'est allé vite parce que je pense... Désolé, je me jette des fleurs, mais je pense qu'on n'était pas mauvais. Mais évidemment, on a eu des freins administratifs, typiquement sur les autorisations de mise sur le marché pour nos produits. Ouais. On a eu les premières dans des pays étrangers il y a quasiment 2 ans. On vient d'obtenir la première en France il y a 2 semaines. Voilà. Mais désolé, je vais prendre 1 minute pour que vous compreniez de quoi on parle. Il y a un superbe article de la revue Nature, qui est quand même une référence scientifique, basée sur pas mal d'études du MIT, qui a étudié et qui s'appelle « Comment l'urine va nous aider à sauver le monde ». Ils ont étudié les impacts notamment environnementaux, si on généralise le fait d'arrêter de faire pipi dans de l'eau potable et d'utiliser l'urine en agriculture. À l'échelle d'une communauté, donc prenons le bassin parisien ou prenons la France, c'est 50% d'émissions de CO2 en moins, c'est 40% de consommation énergétique en moins, c'est 50% d'utilisation d'eau en moins et 65% de pollution de tout le cycle de l'eau en aval des stations d'épuration en moins. On parle de ça. Et la contrainte pour mettre ça en place, c'est avoir des urinoirs sans eau. Donc ça ne change rien. Ça coûte moins cher pour les agriculteurs. Et du coup, ça consomme énormément moins d'énergie. Donc en fait, il y a un moment, si on veut, en 2030 ou en 2035, que ce soit généralisé, mais c'est pas que les startups qui vont le faire. Il faut une volonté politique. Il faut dire stop, on arrête de pisser dans l'eau potable. C'est n'importe quoi. Typiquement, c'est pas... Mais qui a envie, quand on est dans un système démocratique où on a besoin d'être élu, de dire... Ah ben moi je vais m'occuper du sujet urine. Évidemment personne. Donc comment on fait ? Vous comprenez pas, mais parce que quand on fait pipi dans un urinoir, il y a de l'eau potable qui est utilisée pour nettoyer l'urinoir. Ben voilà. Alors et juste pour les dames qui sont présentes, évidemment nous on a bien, sur tous les établissements qu'on est en train d'équiper, donc que ce soit collège, lycée, aire de repos, on équipe évidemment avec des urinoirs masculins, mais aussi des urinoirs féminins. Ça existe, c'est en train de se démocratiser. Juste pour éviter la remarque qui devrait arriver normalement, vu qu'on a des femmes sur le plateau. Il y a pas de souci, mais merci d'avoir élargi, on va dire, l'intervention, parce qu'effectivement, la revue Nature, c'est une référence. Les Américains emploient l'expression game changer. Voilà, ça peut être une solution, effectivement, qui a de grandes et profondes conséquences. Je reste sur mathématiques des freins, comment on peut aller vite, parce que c'est quand même notre objectif commun. Votre témoignage à vous, parce que vous avez déposé beaucoup de brevets aussi. On a 3 brevets, oui. Ouais. Non, mais je pense que la question du financement reste importante. Après, quand on travaille dans le vivant comme moi, c'est pas en multipliant par 10 le financement qu'on ira 10 fois plus vite. Mais si aussi, nous, on a pris 8 ans, et ce que je disais avec une aventure entrepreneuriale, c'est des hauts débats, c'est aussi parce qu'il y a des moments où il n'y avait pas de financement, et donc, du coup, il n'y a plus de recherche, etc. Donc, forcément, la question du financement aide. Ça, c'est sûr. Après, c'est une question de changement des mentalités, etc. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec vous quand vous dites qu'il ne faut pas qu'on cherche des solutions miracles qui vont régler tous les problèmes. Et donc, il y a déjà
déjà suffisamment de marchés niches qui vont pouvoir faire changer les choses pour ensuite s'élargir en termes de. Oui, mais il faut quand même aussi, c'est ce que disait à l'instant Michael Ross, il faut quand même aussi que l'État, ou les États d'ailleurs, parce que c'est au niveau européen certainement que ça se joue, mettre le paquet sur certaines solutions. Mais paradoxalement, ce qui peut se passer, ça nous est arrivé par le passé, ça nous bloque plus aujourd'hui, mais des innovations comme la mienne qui ne sont pas forcément typiquement connues par tous les membres du gouvernement, il va y avoir potentiellement des réglementations qui vont nous bloquer sans vouloir nous bloquer, parce qu'elles vont mettre des cadres sur des choses qui juste nous concernent pas, mais finissent par du coup nous bloquer dans le développement, et donc du coup c'est un peu contre-productif. Donc il y a aussi un enjeu de communication, que le plus de personnes possibles qui sont capables de prendre des décisions et de changer les choses au niveau de l'État connaissent toutes ces solutions pour ne pas les bloquer dans leur développement. Si elles sont déjà bloquées aujourd'hui, les débloquer, et si elles ne sont pas bloquées, faire en sorte de ne pas les bloquer. Nicolas Goldberg, la question elle vaut pour les énergies renouvelables, également pour les projets de réacteurs EPR de deuxième génération. Est-ce que on change le droit, quoi? C'est ce que évoquait Emmanuel Macron pour avoir moins de recours administratif, pour accélérer les projets. Et si on change le droit, avoir un peu moins de démocratie locale d'une certaine façon. Il faut aussi, il faut quand même le regarder en face. C'est-à-dire si les riverains ont moins de pouvoir pour déposer des recours. Pas forcément. Expliquez-moi pourquoi. En réalité, c'est-à-dire que si on change le mode d'action avec beaucoup plus de concertation, avec beaucoup plus d'implication, on pourra aussi aller plus vite. Donc effectivement, il y a cette question donc prendre plus de temps de concertation, pardon, vous interromps, au début pour aller plus vite après, c'est ça? En tout cas, moi je me souviens que j'en avais parlé avec EDF Énergie Renouvelable. Il nous disait quand on concerte, ça prend plus de temps. Par contre, après sur la mise en œuvre, on va plus vite. Donc il y a peut-être des possibilités, si on fait bien comprendre l'intérêt des projets, d'aller plus vite. Donc il y a des choses positives qu'on peut voir là-dedans. Évidemment, il y a des recours administratifs, il y a des études environnementales et autres. Et si on veut aller plus vite, il faut parfois faire sauter certains verrous. Mais ça se concerte également. Et c'est un choix politique qui sert un objectif, qui peut être celui de la décarbonation. Et si je voulais voir le positif dans tout ça, je dirais qu'effectivement, les déclarations du secrétaire général de l'ONU peuvent paraître un peu décevantes là, mais on est sur une trajectoire de réchauffement entre 2,5 et 3,2 degrés. Moi, j'ai connu des trajectoires où on était sur plus 4 degrés. Donc, on n'est toujours pas à l'objectif 1,5 degrés. On progresse un peu. Et si on accélère en prenant l'objectif de neutralité carbone et de préservation du vivant au sérieux, peut-être qu'on y arrivera. Quand les 4 degrés? Les 4 degrés, c'était il n'y a pas si longtemps. Enfin, au moment de l'accord de Paris, on regardait les trajectoires, on était sur une trajectoire plus 4 degrés. Donc maintenant, c'est la trajectoire plus 2,7, c'est si les États respectent leurs engagements, mais ils ne les respectent toujours pas, peut-être que s'ils respectent leurs engagements, on arrivera à descendre un peu. Et si on a des engagements plus ambitieux, on arrivera peut-être à la neutralité carbone à temps. Une minute, il y a plein d'autres technologies et idées dont on n'a pas parlé, mais puisqu'on était sur la bioluminescence d'origine marine, les énergies marines, ça c'est une vraie piste à explorer. Alors oui, les énergies marines, ça peut à terme apporter des compléments, mais en fait, ça n'aura pas de sens si on n'a pas avant fait le travail de mise en œuvre beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui des énergies renouvelables disponibles, encore une fois, de sobriété, d'efficacité. Et donc ceux qui existent déjà, donc vous nous dites le solaire, l'éolien, le biogaz dont on a parlé, la géothermie, on a ouvert l'émission avec ça, toutes les actions qu'on peut faire pour réduire nos consommations. Et tout ça passe effectivement par plus d'appropriation. Donc le paradoxe, c'est qu'il faut prendre le temps de cette appropriation, prendre le temps d'une diffusion auprès des acteurs pour qu'effectivement ils se saisissent eux-mêmes de ces solutions. Donc c'est tout le paradoxe de la situation actuelle où on a un État de tradition très centralisatrice qui doit réussir à organiser cette diffusion. Encore une fois, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire beaucoup plus vite. L'autre condition, c'est pour ça que je réagissais sur les licornes qui ne sont pas vertes tout à l'heure, c'est aussi d'arrêter à un moment donné de continuer à investir dans des solutions et dans des options qui ne sont pas compatibles avec la vision à long terme. Pardon de vous interrompre, mais cette émission est terminée. C'était passionnant. Merci à tous d'y avoir participé ici et en duplex. À bientôt, évidemment, dans ce sens public et sur Public Sénat. Demain, votre rendez-vous dans la matinale. L'invité d'Oriane Mancini, c'est le commissaire Yves Jobic, ancien patron de l'Antigang. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée sur les chaînes parlementaires et sur Public Sénat.